Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Adama Kouraogo, directeur général de l'Office national de sécurité routière au Nasser. Bonsoir, Monsieur Kouraogo. Bonsoir, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Kouraogo, un rapide coup d'œil sur votre CV. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat, série D, obtenu au lycée Kourita de Koupéla en 1997. Et cela après un cursus scolaire en Côte d'Ivoire, précisément à Bangourou, de la Côte d'Ivoire au Burkina. Alors, expliquez-nous ce parcours. Merci Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je voudrais d'abord dire que je suis né en Côte d'Ivoire, dans un village appelé Amélékia. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié, où j'ai effectué mes premiers pas scolaires à l'école privée catholique d'Amélékia, le CP1 au CM2. Et de là, je suis allé, j'ai obtenu mon entrée en 6e, je suis allé au lycée moderne d'Abengourou. Et également, j'ai obtenu mon BEPC. Et de BEPC, j'ai fait la seconde C, comme la plupart de mes amis. Et je suis orienté à première C, qui était quand même une sélection, parce que c'est les meilleurs qu'on envoyait en première C, une série hautement scientifique. Et nous étions 15 et j'avais décidé, contre la volonté de mes parents, de rentrer au Burkina, comme ça, parce que déjà, dès la tendre enfance, j'avais cette attirance-là pour mon pays. Je ne sais pas si c'est le coup de destin ou c'est le coup de sort. De toutes les façons, les deux se rejoignent. Et donc, j'ai décidé d'aller au Burkina. Vous n'aviez pas de crainte parce que, de ce qu'on nous dit, à cette époque, certains qui étaient en Côte d'Ivoire redoutaient plutôt le Burkina. En tout cas, c'est l'image qu'on tendait à donner aux enfants de dire, bon, voilà, pour te punir, on t'envoie au Burkina. Tout à fait. C'est assez malheureux, mais nous avons vécu cela. Mais me concernant, j'avais cette passion de venir au Burkina pour la simple raison que sans véritablement me jeter des fleurs, j'étais parmi les meilleurs. Depuis le CP1, j'ai occupé toujours la tête de la classe. Et il me revenait chaque fois, Burkinabé là, mais écoute, tu n'es pas chez toi. Donc, déjà, ça me révoltait un peu. Et il y a aussi il y avait cette image que la Révolution a donnée, une image positive, déjà 13 enfants. Donc, nous, déjà dans les cahiers, quand on regarde mes cahiers à l'école primaire, c'était vraiment le drapeau du Burkina. Et ce qui m'a animé. Donc c'était comme un véhicule, un moteur qui m'animait. Et en première C, où je devrais aller en terminale C, j'allais dire deuxième de la classe, avec 17 de moyenne. Mais j'ai dit à mes parents que je vais faire le bac au Burkina. Et j'ai envoyé mes documents à un cousin qui était là, malheureusement qui n'a pas pu aller déposer à temps. Et quand je suis arrivé, à Ouagadougou, c'était le lycée Zenda Kaboré, le lycée Bogodogo, qui recevait, qui avait une classe de terminale C. Terminale C, ok. Voilà, donc je m'étais résolu à repartir en Côte d'Ivoire. Mais j'étais à Koupéla, je suis allé à la mairie de Koupéla, j'ai rencontré une grande sœur, Rachel, qui se reconnaît, et qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire à l'université, pourquoi tu veux repartir? J'ai dit non, moi je suis venu faire une terminale C. Et comme je n'ai pas eu la terminale C, je vais repartir. Et il y avait également un tonton qu'on appelait tonton Philo, M. Tougouma, qui m'a dit non, qu'est-ce que petit, tu veux faire quoi à l'université? J'ai dit je vais faire la chimie. Mais fais la D et ça va se rejoindre. Et Rachel Kelem a pris mes papiers, elle a tout fait, elle est déposée au lycée Kourita. C'est comme ça que je suis resté. Donc vous vous retrouvez en terminale D au lycée Kourita de Koupéla. Tout à fait. Après donc une seconde et une première C. Oui. Ça ne vous a pas perturbé? Non, pas du tout. C'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a dit non, tu devrais reprendre la classe de première parce que le niveau en Côte d'Ivoire, mais ils l'ont vite pris à leur dépens parce que mes notes étaient excellentes et l'année de ce baccalauréat, nous étions 2 seulement à l'avoir au niveau du lycée Kourita, série D, et c'était assez corsé, donc j'ai fait démentir plus d'un. C'était en 97? En 97. Et juste après le bac, vous entrez à la fonction publique? Oui. Donc à l'ENAREF, je veux dire, après donc un concours, contrôleur du Trésor, nous sommes en 2000. Tout à fait. Voilà. Bon, il faut dire que je suis allé d'abord à l'université de Ouagadougou, où je suis orienté en chimie-biologie.
qui était ma passion. Et nous avions, comme les autres camarades, en session. Nous étions allés en session, ça veut dire il y a une première session si vous ne passez pas, vous êtes en journée. Vous allez en septembre. En septembre. Et c'est là que l'idée de passer un concours a germé dans le groupe. Quand on vient de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut avoir un travail avec le bac. Le minimum, c'est la maîtrise. Donc, c'était d'aller. Et comme on était en session, l'idée de passer un concours est née. J'ai dit, mais ça veut dire quoi un concours? Et donc, c'est comme ça qu'on a passé le concours. Et j'étais admis cycle B NAREF. Je vais dire que j'étais le premier. J'étais premier parmi les 30 qu'on voulait comme contrôleur du trésor. Est-ce que vous saviez, est-ce que c'était pour vous, le métier de contrôleur du trésor, entrer aux impôts, pour vous, est-ce que c'était conforme à vos ambitions ou est-ce que vous aviez juste envie d'avoir un travail? Oui, parce qu'il faut dire que je viens d'une famille modeste et les moyens ont toujours manqué. Donc, il y avait également cette sirène-là qui disait, écoute, avec le bac, débrouille-toi. Les autres, ils n'ont pas le bac, mais ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'était vraiment à corps défendant que j'ai passé le concours. Je l'ai eu et je l'ai même caché. Voilà, je l'ai eu et je n'ai pas dit à ma tante que j'ai eu le concours parce que je vivais chez ma tante avec son mari. Et c'est quelques jours après que quelqu'un est venu à la maison et me dit « À la radio, on a entendu ton nom ». Et là, on m'a encouragé. J'ai dit « Non, mais si c'est l'ENAREF, c'est bon. » C'est contrôleur. D'abord, vous rentrez en tronc commun, les 30, et c'est la deuxième année maintenant, vous avez le choix entre le trésor, les impôts et également les services financiers. En tout cas, 2006-2009, vous revenez encore à l'école, oui. Le cycle supérieur, inspecteur du trésor. C'est un métier qui n'a pas toujours bonne presse. Oui. Je ne vous apprends rien. Certains estiment que dans le métier, il circule de grosses espèces sonnantes et trébuchantes. Oui. Voilà, beaucoup estiment qu'il y a beaucoup de corruption. Déjà, quelle est la réaction quand vous entendez cela? Déjà, c'est assez frustrant parce que c'est un monde où les gens également font beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Je vous cite une anecdote. Moi, à la fin de la formation, je suis affecté à Dori. Alors que j'avais le choix. Contre toute attente encore, je suis affecté à Dori. J'étais deuxième de la promotion, j'avais les 3 choix et aucun de mes choix n'a été respecté. Et très jeune, à 21 ans, on m'affecte à Dori. Et à Dori, je suis arrivé, il y avait un manque de personnel. Et tout de suite, on m'a responsabilisé chef comptable. Et je travaillais les week-ends. Je ne portais pas de verre à son temps. Peut-être que je travaillais le week-end avec devant un ordinateur. Vous savez, les ordinateurs, les anciens ordinateurs où il y a beaucoup de scintillements. Et les week-ends, je n'avais pas de week-end. Au même moment, j'étais chef comptable. J'ai occupé également la caisse pendant 6 mois. Et je pouvais avoir 500 millions dans ma caisse. Mais la préoccupation pour moi, c'était d'arriver le soir et d'assurer qu'il y a concordance entre le solde en écriture et l'encaisse. Et je prenais la clé de mon coffre, je rentrais, comme ça, je partais jouer au ballon même souvent avec. À ce moment, j'avais 20 400 comme pécule de SND. Je n'ai jamais eu d'indemnité de caisse. Et je me rappelle également que nous venions à Ouagadougou prendre de l'argent, souvent près de 200 millions, parce qu'à ce moment, la voie n'était pas bitumée, avec deux agents de sécurité, 200 millions, en étant en SND, on faisait près de 300 km avec... c'est vrai qu'à ce moment, l'insécurité n'était pas aussi menaçante que maintenant. Mais c'est pour dire que c'est aussi un monde de travailleurs. C'est vrai que... Mais ce n'est pas totalement faux, ce que les gens disent. Non, je ne dis pas que c'est faux. Parce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Mais aussi, il faut inscrire cela dans la mutation générale de notre société. Parce que les plus jeunes qui sont venus après, ils ont eu l'argent avant de travailler. Et ils ne pensaient pas que c'est le travail qui donne l'argent. Et quand tu parles à certains de nos cadets, ils disent que vous êtes des historiens, moi je suis venu chercher de l'argent. Bon, c'est aussi l'éducation, partout, que ce soit au niveau du monde du commerce où la fraude sévit. Tout de suite, quelqu'un a une petite table et l'année d'après, il veut avoir une grosse cylindrée. C'est vraiment une mentalité générale de Burkina Faso. Pour vous, c'est à l'image de toute la société. Tout à fait.
Les nouvelles approches, actuellement, on parle de télépaiement. Est-ce que vous pensez que tout cela peut réduire le phénomène de corruption dans le corps? En tout cas, c'est ce qui est également présenté. Bon, réduire le phénomène, je pense que l'objectif déjà, c'est pas, même si en arrière-plan on voit tous ces aspects. Parce que ça réduit quand même le contact. C'est le contact qui favorise aussi la corruption. Bon, je vous dirais que c'est le contraire. Très souvent, et la corruption, on le dit, c'est pernicieux, c'est vraiment comme l'air, on ne le cerne pas. Voilà, donc je salue en tout cas cette initiative qui va permettre de manier de l'argent. Parce que nous sommes, les Burkinabés, ils aiment toucher l'argent. Alors que l'argent ne sert que pour faire des transactions. Et cela va permettre également de tracer la provenance de l'argent et de lutter de ce fait-là contre ce qu'on appelle le blanchiment d'argent et rendre nos opérations beaucoup plus lisibles, beaucoup plus, j'allais dire, rendre nos opérations plus efficaces et faire entrer plus d'argent dans les caisses. Tout à fait. Donc je pense que c'est une bonne mesure. Et la lutte contre la corruption, vous l'évoquiez, je pense qu'elle doit nous interpeller tous. Elle doit nous interpeller tous parce que, comme j'aime souvent le répéter, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et nous sommes dans un monde où l'argent est roi, où on fait tout pour avoir l'argent. Mais il faut que nous prenions conscience également qu'on ne construit pas une société viable avec ce système. Voilà. Tous les grands systèmes, les narcotrafiquants, les pays qui sont développés se sont écroulés tout juste après parce que c'est un échafaudage qui a sur un château de cartes. Un château de cartes, merci. Alors, M. Kourago, les fonds communs, on va en parler un peu, qui ont entre-temps cristallisé les débats. Certains estimaient donc que la révélation des chiffres à cette époque-là, en tout cas, faisait de vous les enfants gâtés de la République. Parce que finalement, vous avez de l'accessoire qui dépasse le principal. Tout à fait. Voilà, comment vous avez vécu tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez gêné de prendre par exemple les fonds communs? Je veux parler des agents des finances. Bon, gêné, je ne dirais pas que je suis gêné. Mais on était tous conscients que les proportions que les fonds communs prenaient là n'étaient plus soutenables. Je donne l'exemple. Quand nous rentrions au Trésor, en une année, on n'avait pas plus de 200 000 francs. En une année. Et ce n'était pas loin, c'est juste 2000 à côté. Et subitement, dans les années 2017-2018, on quintuple les chiffres. Ce n'était pas soutenable. On accédait à des revendications, mais on était conscient que ce n'était pas soutenable. Maintenant, est-ce qu'il faut supprimer? Je dis non, il ne faut pas supprimer, parce que quand on regarde également, pour ceux qui sont férus des finances publiques, qui lisent un peu la littérature de la gestion financière, que ce soit depuis les rois français, tous ceux qui collectaient l'impôt, ceux qui avaient le maniement de deniers publics, ils avaient ce qu'on appelait des fonds communs, même si ce n'était pas le nom, simplement pour les éviter à la tentation. Parce qu'ils sont gardiens des deniers publics, parce qu'ils sont astreints à responsabilité personnelle et pécuniaire. En contrepartie, on leur donnait quelque chose en plus de ce que les autres percevaient. Mais le politique aussi n'a pas su communiquer suffisamment sur cette question et la passion aidant. En tout cas, c'est parti à la dérive. Voilà, parce qu'à l'époque, les infirmiers, par exemple, disaient, bon, je ne vois pas en quoi un agent des impôts est plus important que moi, parce que, bon, avant, pour qu'il aille travailler, c'est moi qui le soigne. Tout à fait. Et finalement, bon, l'État, lui, fait de lui un privilégié. Oui. Et puis, bon, moi... souvent aussi, c'est des boutades que je ne trouve pas justes, parce qu'il faut souvent se battre. Quelqu'un disait que seule la lutte paie. Ne regardez pas dans le plat de l'autre, se battre pour soi. C'est très important, même si comparaison aussi peut aider à lutter. Mais je pense que les choses sont revenues à des proportions acceptables. Avec le ministre Lassana Kaboré, les choses sont venues à des proportions acceptables parce que c'est un professionnel. Il a posé les choses sur la table et tous ont compris que si rien n'est fait, on va à la dérive. On va à la suppression tout simplement de ce qui est un héritage. Donc je pense que les esprits se sont quelque peu apaisés.
Monsieur Korago, 2009-2010, vous obtenez votre licence en sciences économiques et gestion, parce qu'en même temps, vous êtes revenu donc à l'université, vous êtes inscrit parallèlement. Tout à fait. Puis la maîtrise, une année plus tard, en 2013, vous obtenez votre diplôme d'études supérieures bancaires et financières du Centre-Ouest africain de formation et d'études bancaires. Tout à fait. Sur le plan professionnel, vous l'avez dit, on vous retrouve à Dori dès 2001, de 2001 jusqu'à 2004, juste après votre formation, chef de service de la comptabilité et de la trésorerie principale. Oui. Puis à Ticaré, 2004-2006, vous êtes percepteur, receveur municipal de la commune. Et là, vous êtes blanchi par la Cour des comptes. Vous ne trouvez rien à redire sur votre gestion. Expliquez-nous cette affaire. Oui, je disais tantôt que j'étais très jeune responsabilisé. Pendant le SND, j'étais chef comptable. En même temps, j'étais caissier. Et j'ai fait cela pendant 4 ans. Et c'est à l'issue des 4 ans que je souhaitais revenir un peu à Kaya, qui était la région de rattachement, parce que j'ambitionnais toujours continuer mes études universitaires. Et c'est cela qu'on m'a nommé percepteur receveur de Ticaré, qui est une commune. Et vous savez, quand vous êtes receveur municipal, vous êtes astreint à la production de comptes de gestion qui retrace un peu la gestion. Et ce compte de gestion-là est jugé par la Cour des comptes qui peut, si tout est régulier, vous donne un quitus ou non, vous demande des comptes. Et à ce niveau, tous mes 2 comptes de gestion, parce que j'ai fait 2 ans à Ticaré comme receveur municipal, ont eu quitus de la Cour des comptes. Et c'est à l'issue de ça que je suis venu à l'ENAREF. Je suis admis au concours pour l'inspectorat du Trésor. Je suis revenu à l'ENAREF. Et quand je suis venu à l'ENAREF, je me suis parallèlement inscrit en première année en économie. Parce qu'auparavant, j'avais fait chimie-biologie 2 ans. Et comme je ne pouvais pas poursuivre à cause de la distance, je m'étais inscrit en droit. J'ai eu le 2 à son temps qu'on appelait 2 en droit. Mais je ne pouvais plus continuer parce qu'ils exigeaient la présence. Ça veut dire qu'il y a des devoirs de travaux dirigés. Donc, tout ceci a mis fin un peu à mes ambitions universitaires. C'est quand je suis revenu en inspectorat que j'ai repris en première année en sciences économiques et de gestion. Et parallèlement, je prenais les cours avec des étudiants. Et chaque année, ils étaient surpris que même ceux qui me donnaient les cours, moi je rentrais en session, ils étaient obligés d'attendre la 2e de septembre. Et quand on a fini les 3 ans à l'ENAREF, j'avais ma licence avec moi. Et l'année d'après, j'ai eu la maîtrise. Et quand on est jeune, 21 ans, et qu'on manipule de si grosses sommes, parler de centaines de millions, est-ce que ce n'est pas quand même beaucoup de risques? Oui, avec le recul, on peut imaginer que c'est beaucoup de risques. Mais comme je le disais, j'avais cette joie-là, d'abord d'être responsabilisé, cette joie-là d'être considéré très tôt dans l'administration financière et d'être responsabilisé à ce niveau-là. Et la préoccupation pour moi, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir concorder l'argent qui est dans ma caisse là avec les opérations que j'ai effectuées. Parce qu'on voit beaucoup de cas où certains finissent par mettre la main dans la caisse et puis se retrouver par exemple en prison. Ce n'est pas des cas comme ça qui manquent également. Ce n'est pas des cas qui manquent. C'est la tentation. C'est malheureux, c'est les tentations. Et également, je le dis, c'est aussi souvent par mauvais compagnonnage. Également des ambitions qui sont bâties sur du faux. Voilà. C'est le travail qui paye, rien d'autre. Ce Korago 2009-2010, vous êtes chef de service adjoint de comptabilité à la trésorerie régionale du centre et de la commune de Ouagadougou, cadre chargé du contrôle interne à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, chef de la cellule contrôle interne, suivi et évaluation à la direction de l'administration et des finances du ministère de l'Environnement, directeur de l'administration et des finances du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à partir de août 2015. Alors on a vu de comprendre, parce que bon, vous êtes arrivé à Dori, là, ça veut dire que vous étiez pratiquement le seul qui était obligé pratiquement de vous responsabiliser. Mais par la suite de votre carrière, on a envie de comprendre quel est le secret de ce parcours. Est-ce que peut-être vous aviez de bonnes connexions, vous avez eu des bras longs peut-être entre-temps? Je vous ai déjà dit comment je suis venu au Burkina. J'ai demandé à venir, mon papa m'a dit qu'il n'avait pas l'argent. J'ai dit, papa, tu as combien? Il dit qu'il a 7 000 francs. Je suis allé rentrer voir ma maman qui m'a donné également 5 000 francs. C'est avec cet argent que j'ai pris mon balichon et j'ai parcouru le Ghana. J'ai payé bien sûr le transport. Et c'était là pour la première fois, et sans guide. Je suis arrivé à Coupéla
Et j'avais pour adresse le nom de mon oncle, Eladji Bourema, père son âme. Et je suis arrivé à la gare, j'ai demandé, je veux la cour de Eladji Bourema. Et celle qui m'écoutait était de la famille. Il m'a conduit dans la famille. C'est comme ça que je suis venu. Donc, je suis fils d'un immigré planteur et qui y réside et qui vient par moment. Donc, je pense que très tôt, j'ai compris que je n'avais pas d'autre salut que de me distinguer par le travail. Donc, vous n'avez pas de bras longs? Je n'ai pas de bras longs. Pas de connexion, vous avez la bonne étoile quand même? Bon, vu comme ça, on peut le dire, mais je pense que le dessin aussi, il faut le forger. Comme je l'ai dit, directeur des affaires financières, c'est un poste stratégique. Certains estiment d'ailleurs dans les ministères qu'après le ministre, c'est en tout cas l'homme de tous les pouvoirs. Et que pour y accéder, on ne peut que bénéficier d'affinités avec le ministre. Est-ce que d'abord c'est vrai? Bon, ça peut être vrai, je ne peux pas dire c'est faux, mais je dis ce que je sais. Pour ma part, quand je suis revenu de Dakar, parce que vous avez mentionné, je suis allé faire un master à Dakar par le corps de la BCAO. Et ça aussi, c'est un concours que la BCAO organise au niveau de l'UMOA et il retient par pays 5 candidats. Et donc, juste après ma maîtrise, j'ai postulé, je suis admis à ce concours-là. Je suis à la BCAO à Dakar. Et après mon retour, une année après, je suis revenu au Trésor. J'avais dit au directeur général du Trésor que les questions de débit-crédit, pour ceux qui comprennent la comptabilité, c'est vraiment les fondamentaux de la comptabilité. Je veux faire autre chose. Il m'a dit OK. Et il m'a envoyé dans un service comptable. Et un matin, je suis allé voir un ami qui était à l'environnement, qui était à la DAF Environnement. Il était le directeur de l'administration des finances à DAF Environnement, Fidel Yamego, qui est l'actuel DG de Fonafi. Et j'ai dit non, je veux faire autre chose. Il m'a dit, bon, dans ce cas, si tu peux venir, lui, il a besoin de collaborateurs pour assurer le contrôle interne. C'est comme ça que je suis allé. Vous vous retrouvez à l'environnement? Voilà, comme chargé de contrôle interne. Et quand j'étais à l'environnement comme chargé de contrôle interne, il m'a vraiment fait confiance. Et il m'envoyait vraiment en première ligne. Et c'est comme ça que j'ai pu collaborer avec ce qu'on appelait la crème du ministère de l'Environnement, les conseillers techniques, le SG. Et j'ai été nommé comment? Quand j'ai été nommé par le ministre Youssouf Ouattara qui a pris les 3 mois de la transition. Les derniers mois de la transition, qui est passé par l'environnement. Qui est passé par là, qui était SG là-bas. On n'avait pas de lien particulier. Le lien qui nous initiait, c'était le travail. Et un jour, j'étais là, et il a appelé, parce qu'il n'avait même pas mon numéro. Il a appelé quelqu'un, il dit, ah, le jeune Kourago, il est à côté. Et puis le monsieur a dit, oui, il est à côté, il dit, passe-le moi. Il dit, Kourago, ça va, tu peux passer au ministère. Et c'était un jeudi 13, jeudi 13 ou 14 août, je ne me rappelle pas trop encore. Et je suis passé à son bureau. Il m'a dit, Kourago, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais prends les papiers, assois-toi ici et remplis. Je dis, de quoi il s'agit? Tu ne fais pas être DAF, non? C'est comme ça qu'il m'a demandé. Et c'est comme ça, le lendemain, j'ai été DAF. Et depuis lors, je suis resté pendant longtemps DAF. Oui. Donc, en tout cas, vous comprenez bien que on ne peut pas aussi nier que l'étoile est pour quelque chose. Mais je pense que le plus important, c'est parce que sans véritablement, sans fausse modestie, c'est dire que je suis aussi un accro du travail. Vous bénéficiez de la confiance des autres ministres par la suite, bien sûr. Oui. Le ministre Simon Compaoré, le ministre Ousseini Compaoré, Clément Sawadgo, entre autres. Et jusqu'en 2019, le ministère qui a beaucoup évolué, en temps c'était le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité, c'est devenu ministère de la sécurité. Oui. Alors on ne va pas rentrer dans ces détails. Toujours est-il qu'en 2019, vous êtes nommé directeur général de l'Office national de sécurité routière, oui. ONASER. Alors quand vous arriviez à l'ONASER, quel était votre principal défi à la tête de cette institution chargée de la promotion de la sécurité? Merci. Je voudrais, même si on ne va pas s'y étaler, je voudrais quand même marquer un arrêt sur l'étape Simon Compaoré, parce que quand il a été nommé ministre d'État, les deux ministères fusionnaient. Voilà, la sécurité et le matériel fusionnaient. Et moi, je n'avais jamais serré la main de Simon Compaoré. J'avais de l'admiration pour lui parce que c'était un bon travailleur.
Et quand j'étais à la trésorerie régionale du centre, il avait affaire à mes patrons. Moi, j'étais chargé du contrôle interne, mais j'admirais quand même cette poigne-là. Et quand il a pris les rênes, j'ai été désigné pour assurer l'expédition des affaires courantes parce qu'on était 2 DAF. Et c'est comme ça qu'un jour, il m'appelle dans son bureau, il dit « Ça va ?» Oui, il dit « Ça va ». Il reste comme tu es. Nous autres, nous regardons dans le rétroviseur, mais vous regardez dans le pare-brise. Reste comme tu es et tu verras que tu auras de l'avenir. Et c'est quelques jours après, quand on m'a appelé pour confirmer. Et donc, ça veut dire qu'il m'a nommé sans me connaître. Vous n'étiez pas son bon petit, comme on dit. Voilà, je n'étais pas son bon petit. Je peux m'enorgueillir actuellement d'être son bon petit parce qu'il a vu peut-être en moi des traits qui le convenaient. Le travail, la loyauté et également la discrétion. Oui, l'ONASER, il faut dire que c'était un challenge parce que j'étais DAF pendant 4 ans, ça commence à être long. Je veux dire même que je suis, quand on regarde un peu l'histoire des DAF à la sécurité, je suis le DAF qui a plus duré. J'étais le premier civil d'ailleurs à être DAF dans ce ministère. Ça commençait à être long, ça commençait à être, j'allais dire, sans motivation. Et donc j'avais souhaité changer. Mais je ne savais pas où aller. Donc c'est comme ça qu'un jour un ami m'a appelé pour dire « Écoute, est-ce que ça te dirait l'ONASER ?» Et là, je suis rentré dans le système maintenant. Donc j'ai des connexions à ce moment. Vous êtes devenu un homme politique. Voilà, je suis devenu un homme politique. Quand on m'a responsabilisé, la lettre de mission était claire. Le ministre Vincent Dabilgo, en me recevant, m'a dit « Non, on ne t'a pas reçu parce que tu es de tel parti, on t'a reçu parce qu'il y a des réformes et on pense que tu es à mesure de faire ces réformes-là. » Et je pense que le jour d'aujourd'hui, quand on échange, il n'est pas très déçu d'avoir porté son choix sur on va en parler un peu dans le détail. 14 963 accidents en septembre 2020. Bien sûr, sur l'année 2020, 777 décès, près de 10 000 blessés. L'institution, comme je l'ai dit, est chargée de la promotion de la sécurité routière. Alors, déjà, est-ce que vous avez identifié les principaux facteurs? Oui, je pense que les facteurs sont connus. Vous savez que la route est un espace public où côtoient plusieurs usagers, des moteurs, des motocyclistes, ceux qui sont en véhicule, ceux qui sont à pied. Et c'est pour cela qu'on a édicté des normes contenues dans le code de la route. Et pour permettre à chacun d'aller et revenir. Et c'est ce respect de ce code-là qui évite les conflits. Si on ne respecte pas ces codes, le code de la route, tout de suite il y a des collisions et il y a des accidents avec les conséquences qu'on connaît. La principale cause qu'on peut dire au Burkina Faso, on peut dire de façon globale que c'est le non-respect du code de la route. Mais à l'intérieur, ce qui vient en premier, c'est la pratique de la vitesse. Pratique de la vitesse, il y a également les nouveaux phénomènes, le téléphone qu'on utilise au volant ou au guidon. Il y a également l'abus de l'alcool, toutes les autres formes de stupéfiants qui met l'homme en dehors de lui et qui ne permettent pas d'apprécier les choses à leur juste valeur. Donc beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs qui entraînent les accidents. Et comme vous l'avez dit au niveau de l'ASER, beaucoup d'actions qui sont menées. Mais on a souvent certains phénomènes qui interpellent. Oui. Un véhicule, par exemple, avec un défaut d'éclairage, qui quitte Bogo-Dioulasso, qui roule jusqu'à Ouagadougou, sans être inquiété. Ce qui fait que certains se demandent souvent, mais où est l'ONASER? Non, on a l'impression que vous n'êtes pas... Vous faites bien de le dire. L'ONASER a pour mission principale, si vous permettez, la promotion de la sécurité routière, qui est son cœur de métier. Quand on dit promotion de la sécurité routière, il y a bien sûr l'éducation à la circulation routière, il y a les actions de sensibilisation, d'information, de communication pour permettre aux citoyens de se rappeler les bons comportements sur la voie publique. Il y a également d'autres actions. Mais il y a le contrôle routier dont vous venez de faire cas. Mais le contrôle routier, l'ONASER n'a pas l'exclusivité du contrôle routier. J'allais dire, l'ONASER n'intervient dans le contrôle routier qu'à minima. Donc, ça veut dire quelque part que le dispositif a besoin d'être amélioré. Les concertations doivent être intensifiées et également qu'on puisse
en tout cas, travailler dans une synergie d'action. Quand vous dites sans inquiéter, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Ils sont inquiétés. Peut-être que les gens aussi jouent à trompe-l'œil. Ils jouent également avec la présence de nos forces de sécurité. Ils savent à quel niveau ils sont postés et comment les éviter. Parce que prenez par exemple ce phénomène. La télévision nationale en a fait un reportage la dernière fois, les véhicules hors gabarit. Oui. Vous voyez des camions aujourd'hui qui ont des longueurs vraiment excessives, tout à fait. Voilà, qui circulent allègrement. Ça, par exemple, c'est quand même un cas de laxisme. Oui, bon, je vous ne peut pas parler de laxisme vraiment. Je ne vous le fais pas dire, mais simplement ce que je veux constater avec vous, c'est un phénomène qui existe. Le CCVA, à travers sa directrice générale, qui est une femme battante que j'admire, a communiqué là-dessus. Ces véhicules-là, à 100% n'ont pas la visite technique, mais ils circulent. Et souvent, ces transformations-là n'ont pas obéi aux normes. Ça veut dire que c'est un peu la fraude. C'est aussi la fraude. Maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher cela? C'est le contrôle routier. C'est le contrôle routier qui devrait être à mesure. Ça veut dire qu'on a des policiers souvent qui sont là, ou des gendarmes, bon, pour ne pas stigmatiser encore. En tout cas, des agents chargés du contrôle routier qui les laissent passer. Ils ne les laissent pas passer, je ne vais pas aller, je suis assez responsable de le dire. Mais je vais dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Parce que quand on regarde, souvent c'est dans les quartiers et souvent c'est à des heures vraiment indues. On ne peut pas avoir la présence de ces forces-là partout, même si cela ne les excuse pas. Raison pour laquelle je pense que le ministre Vincent Dabulou, le ministre des Transports, en charge des Transports, nous a instruit à dynamiser les instances du Conseil national de la sécurité routière, qui est des instances qui permettent aux différents acteurs, aux différents décideurs, aux ministres, et de proposer des solutions, et qui finit par une assemblée générale présidée par le Premier ministre. C'est quand les acteurs se concertent, c'est quand les forces sont mutualisées qu'on est efficace. On est efficace. Mais voilà. pour le moment, vous prenez l'ONASER, ce n'est pas un secret, tout le monde se bat pour venir à l'ONASER. Oui. Je veux parler des agents de sécurité, parce qu'on estime que là-bas, en tout cas, les vaches sont grasses. Est-ce que ça déjà, ce n'est pas un indice qui montre qu'il y a un problème au niveau de l'ONASER? Non, à ce niveau, je suis d'accord avec l'assertion, parce qu'elle devient récurrente, elle devient permanente, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais pour ma part, en tant que directeur général de l'ONASER, nous n'avons pas encore de preuves documentées. Quand je dis de preuves documentées, qu'on nous saisisse pour dire tel agent a fauté et nous le laissons faire. Non. Dès lors qu'un agent se montre indélicat, tout de suite la sanction est prise. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas pris la mesure de la question. Pour ce faire, nous avons déjà réformé notre façon de gérer les paysages, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les stations de paysage, voilà, vous avez contracté avec un privé, ça a également fait couler de... Oui, avant même de contracter avec un privé, nous avons fait en interne ce qu'on appelle une relecture du mode de gestion de paysage. Et nous avons signé une décision qui montre comment est-ce que les agents doivent se comporter au niveau de nos stations. En plus de cela, nous avons pensé qu'il était pertinent de déléguer une partie de nos stations dans le cadre d'un projet pilote. Et toutes les études ont montré que ce projet pilote-là va nous édifier quant à notre manière de gérer nos paysages. En termes de création nouvelle d'emplois, parce que ce seront des Burkinabés, des jeunes Burkinabés que cette société va recruter. On table sur 150 sur les 5 stations de paysage. En termes de recettes, parce que les projections nous donnent une croissance de plus de 5 fois ce qu'on donne de constater. Et je vais ajouter que tout ceci en recettes nettes. L'ONASER n'intervient pas en termes de dépenses. Voilà. La clé de répartition est fixée et nous nous attendons à notre rente et le concessionnaire gère tout ce qui est dépenses. Mais quelle est l'origine de cette polémique alors selon vous? Non, pour nous, il n'y a pas lieu d'avoir de polémique. Vous savez très bien que quand on veut réformer, les Burkinabés, ils sont un peu réticents aux réformes parce qu'ils aiment la rigidité, ils aiment la certitude.
peut-être qui n'apporte pas grand-chose, mais ça aussi, j'allais dire, c'est dans notre sociologie. Et la colonisation vient rajouter. Quand on prend des pays anglophones où les gens spéculent en bourse et autres, nous sommes dans la certitude. Et cela peut se comprendre. Et dès lors que les gens, certains pensent qu'ils ont des intérêts aujourd'hui, ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils pourront avoir demain en plus. Ils veulent garder ces intérêts-là. Je peux penser que c'est l'une des explications. Mais la communication était intensifiée et nous avons pu échanger avec l'ensemble de nos collaborateurs. Également, la presse a été conviée à cela. Et nous pensons que c'est un débat qui est derrière nous. Monsieur le directeur général, vous êtes également un acteur politique, vous l'avez dit, un engagement politique mais aussi social. Sur le plan social, pour le Kourou-Tenga, l'association pour le Kourou-Tenga, Je m'engage, oui. Donc que vous dirigez avec un certain nombre de collaborateurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire la raison d'être de cette structure? Oui, déjà c'est un engagement citoyen. Et ça part de l'idée qu'on n'est jamais heureux seul. Mon parcours me l'a enseigné. Également, mon vécu aussi est édifiant parce que j'ai vécu chez des camarades, chez des amis qui, sans même se préoccuper de ce que je pourrais leur apporter demain. Donc, c'est déjà ancré. Et quand j'étais responsabilisé d'AF et autres, j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose. Et aussi parce que j'étais inspiré par d'autres collègues qui, pendant l'hivernage, plantaient des arbres et autres. Donc, c'est parti de là. Et après, avec un certain nombre d'amis, nous avons pensé qu'il faut structurer cela. L'idée est bonne, il faut structurer. C'est là qu'est née l'association pour le Kourou-Tenga Je m'engage et qui fait quelque peu la fierté de la province parce que nous avons mené plusieurs actions dans beaucoup de domaines, surtout en faveur de la couche défavorisée. Ok. En tout cas, vous êtes directeur de campagne MPP lors des dernières élections dans le Kourou-Tenga. Oui. Pour le compte du Kourou-Tenga, je veux dire, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale. Quel est le fondement de l'engagement politique? Parce que bon, au départ, on ne vous connaissait pas, en tout cas le militantisme. Quel est le fondement de cet engagement politique? Il faut dire que j'étais à la naissance du mouvement du peuple pour le progrès, j'étais déjà au Congrès. Et timide, c'est vrai, je n'étais pas connu, mais j'avais nourri l'espoir en ce parti-là. Parce que quelque part, dans mes lectures, Norbert Zongo disait, je ne sais pas dans quel article, que la vraie opposition viendrait du CDP. Et quand il y a eu des hommes, je vais parler de Roch-Marc Christian Kaboré, de Simon Compaoré et de Feu Salifou Diallo, ont eu le courage, parce que, entendant également les sirènes au plus tréfonds de la population, ont eu le courage de s'affirmer. Je dis, tiens, c'est l'opportunité rêvée. Donc j'ai milité tout de suite au MPP. Et je suis également membre du bureau politique national. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'amener à être, j'allais dire, aux avant-postes? Il faut dire que les actions que nous avons menées dans le Kourou-Tenga à travers notre association ont eu un écho assez favorable. Mais ces actions n'ont pu être menées que parce que nous avons été responsabilisés à quelque part, que parce que nous avons du soutien à quelque part de fait de notre position. Et lorsque ces personnes-là qui vous ont fait confiance à un moment donné engagent une bataille, je pense qu'il faut se mettre à disposition. Donc l'engagement à ce niveau, c'était une mise à disposition à mon parti. Et heureusement, j'allais dire, que les structures ont accompagné et le parti m'a retenu comme directeur provincial de campagne. Et à ce niveau également, je pense que c'était une école de vie. Et ça nous a édifiés. Nous avons sorti les griffes et nous avons eu du soutien également de nos aînés qui nous ont accompagnés. Et nous avons une mobilisation sans précédent de la jeunesse de la province du Kourou-Tenga. Des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique, mais pour la première fois, on laissait femmes et enfants à Ouaga, ils sont allés dans les villages et pouvoir les sensibiliser, pouvoir les amener à élire le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce qui a été brillamment fait, c'est pas... En tout cas, le résultat est là. Vous êtes, comme je l'ai dit, élu député, même si vous ne siégez pas. Oui. Vous occupez votre poste de directeur général. Aujourd'hui, quand on regarde la recomposition de l'échiquier politique, vous êtes la majorité, qui compte aujourd'hui près de 90 partis. Quelle est la lecture pour vous? Est-ce que c'est une force, vraiment? Oui, déjà, je l'ai dit, c'est une force naturelle. J'ai fait un peu de la chimie.
Vous savez, quand vous êtes, il y a ce qu'on appelle l'osmose. Voilà, le liquide va là où il y a moins de densité. Voilà. Et je pense que cette recomposition-là montre qu'à un moment donné, les forces se sont mesurées, les gens ont compris là où se trouvait vraiment la construction du pays. Mais est-ce que ce n'est pas également quand même beaucoup de risques? Parce que quand on regarde cette majorité, tous ne sont pas sur la même ligne idéologique. Vous allez retrouver des partis libéraux, des partis d'obédience sociale démocrate qui se retrouvent. Est-ce que ça ne contient pas les germes également de la division? Le président Roch Marc Christian Kabore a été élu sur la base d'un programme de société. Je pense que tous ces partis qui se réclament de lui et de sa majorité, c'est parce qu'ils se reconnaissent également dans son programme de société qui est pertinent, qui a été du reste porté par l'ensemble de la population. Donc à ce niveau, il n'y a pas de risque. Le risque dont vous parlez, c'est un peu les calculs politiciens. Et ça, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, les calculs politiciens, ils vont toujours exister, ils vont prospérer. Maintenant, c'est un combat. Il faut bien bander les muscles pour tenir un peu le bateau. Et puis cette course à la majorité inquiète aussi plus d'un. Certains estiment que ça pourrait menacer la démocratie. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est pratiquement le consensus. On a vu par exemple l'élection du président de l'Assemblée nationale, oui, où pratiquement c'était un plébiscite, c'était pratiquement du 100% à quelques voix près. Est-ce que tout cela également n'accrédite pas la tête de ceux qui estiment qu'on est en train d'aller dans la démocratie du consensus? Oui, les gens sont libres d'opiner. Pour une fois que les politiques s'accordent, on dit pourquoi ils s'accordent. Alors qu'on a passé le clair de temps à dire, ah, ils ne s'entendent pas. Pour une fois qu'ils s'entendent, laissons le bénéfice du doute, on verra. Alors cette semaine, il y a eu la rencontre du cadre de dialogue politique. C'était la première rencontre de cet échiquier politique recomposé autour donc du report des élections municipales. Oui. En tout cas, sur le principe, un accord est trouvé. Tout le monde est d'accord pour le report. Reste à définir maintenant la date pour ces élections municipales-là. Et tout le monde convient également qu'il faut des réformes. On parle de redécoupage du territoire, on parle de... par exemple, l'élection du maire à un suffrage, par le suffrage direct. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souscrivez à ces réformes-là avant les élections municipales? Non, je pense que ces réformes, on dirait, c'était annoncé par le président, par le camarade Roch Marc Christian Kabore lors de sa campagne, qu'il y a nécessité de rapprocher l'administration des administrés. Et également pour prendre en compte les questions sécuritaires. Parce que vous savez très bien que l'organisation de nos forces armées et de nos forces de sécurité obéit à un certain format administratif. Un maillage beaucoup plus administratif. Voilà, beaucoup plus accru. Et je pense que déjà l'objectif, cette réforme va permettre d'atteindre cet objectif-là. L'autre aspect que vous évoquiez, est-ce que on va arriver est-ce qu'on va s'accorder à la fin? Est-ce qu'on va s'accorder à la fin? Ces réformes-là, je pense qu'elles sont en train de faire bon chemin. Nous sommes déjà dans les phases de réflexion. Les phases de concertation vont se mener très bientôt. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais j'imagine qu'à un moment donné, il faut faire un arbitrage. Parce que je parle précisément du redécoupage du territoire. Oui. Dans la coulisse, déjà, ça bouillonne. Il y a beaucoup qui réclament que leurs communes deviennent soit voilà, des chefs-lieux de province, voilà, que les régions, chacun a déjà délimité les régions dans sa tête, oui, en fonction également de ses intérêts. Est-ce que ça ne porte pas aussi des germes éventuellement? Oui, on peut craindre que ces poussées, j'allais dire, régionalistes peut quelque peu entamer notre unité nationale, mais ce n'est pas la première fois. Et j'ai foi en notre capacité à s'accorder sur le minimum, pour peu que les critères définis soient clairs, respectés, et je pense que tout le monde comprendra. Vous vous souviendrez également qu'en 2006, quand on parlait de communalisation intégrale, et ça a été fait d'autorité. Tout département devient automatiquement commune, et on avait parié un peu sur le chèque, mais ça n'a pas empêché quand même de mettre des balises. Et cela également, en tenant compte de la viabilité. À un certain moment, il faut que l'autorité s'impose. Non, l'autorité va finir par s'imposer, mais nous avons une démocratie, j'allais dire, de dialogue. D'abord, on va prendre les préoccupations, je pense, et ensuite, l'arbitrage sera fait, et la décision
pour tenir compte d'un certain nombre de paramètres vont être, j'allais dire, prises. Et donc, je pense que je n'ai pas tellement d'inquiétude, quand bien même je crains que si cela n'est pas fait de main de maître, ça peut aller dans tous les sens. Monsieur Kourago, la réconciliation nationale, on a vu Zéphirin Diabré, le ministre d'État, chargé de cette question, donc, qui était face aux ayants droit des victimes politiques cette semaine. Oui. Avant cela, il a rencontré beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres couches dans ce processus de recherche donc, de la réconciliation. Quelle est la lecture que vous faites déjà de la démarche du ministre d'État? Oui, il a été responsabilisé à ce poste par la volonté du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a fait de la réconciliation son cheval de bataille. J'allais dire le premier pilier de son magistère qu'il veut dérouler les 5 années à venir. Donc de ce fait, je salue déjà la création de ce poste et la nomination de M. Zéphirin Diabré, qui était un homme pétri de talent, qui est également maîtrise de la scène politique, la scène sociologique de notre pays. Donc si tous les Burkinabés se donnent la main, je pense que la mission sera une réussite. La mission ne sera pas une réussite pour Zéphirin Diabré. La mission sera une réussite pour le Burkina Faso. Mais le problème aujourd'hui, oui, c'est le temps également. Parce que quand on regarde telles que les choses sont en train, en tout cas, de s'agencer, on se demande jusqu'à quand. Parce que la réconciliation, quand aujourd'hui, le débat même se pose, justice classique ou justice transitionnelle, est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être aller plus vite? Oui, dans cette question-là, je ne suis pas ceux qui pensent qu'il faut aller vite. Je pense qu'il faut aller sûrement. Ça prendra peut-être du temps qui n'est pas celui que les gens veulent, mais la réussite là va nous faire oublier toutes ces étapes, toutes ces souffrances. Parce que par le passé, notre pays a connu également ce processus-là. On allait vite, on n'allait nulle part. Et on recommence, on recommence. C'est un travail décisif. Je pense qu'il faut, à un moment donné, faire confiance. Déjà que M. Zéphirin Diabré revienne avec le président Roch par acte de contrition, parce que c'est une grandeur politique. Je pense que tous les Burkinabés devraient en tirer leçon et se mettre à la tâche, aller dans la même direction, parce que tout le monde y gagne, pour une fois. La réconciliation, tout le monde y gagne. Donc pour une fois, je pense qu'on peut se retrouver. Justice transitionnelle, vous êtes favorable? Je ne sais pas qu'est-ce qui recouvre la justice transitionnelle, mais je pense qu'il faut, aligner le triptyque. Voilà. Il faut d'abord la vérité, la justice, et ensuite la réconciliation, le pardon. Et cela, qu'est-ce que dans chaque élément, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est les concertations nous le diront. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi faire du copier-coller. Nous sommes un peuple, nous sommes plusieurs ethnies, nous avons des ressorts de nous surmonter. Je pense que c'est autant de sève et autant de viatiques qui peuvent nous permettre d'aller sereinement, vitalement, à une réconciliation vraie, durable. C'est cela l'essentiel. L'augmentation du prix des hydrocarbures, cette semaine également, qui en tout cas n'a pas été du goût de beaucoup de Burkinabés, ni de la Ligue des consommateurs. 500 francs notamment sur le prix de la bouteille de 12 kg de gaz butane. Déjà, réaction, comment vous avez accueilli ces augmentations? Oui, comme tous les Burkinabés, pour dire que déjà, en première impression, c'est un problème d'ordre communicationnel. Parce que nous avons le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures qui existe. Et il avait été dit chaque 3 mois, il y aurait une révision. Il y a eu des diminutions. On n'a pas communiqué là-dessus. Parce que quand on diminue, c'est tout à fait naturel. Mais quand on augmente, qu'est-ce qu'on anticipe dans la communication? Je pense que c'est cela. Sinon, le principe est que nous sommes un pays importateur des hydrocarbures. Et nous faisons face à l'ancestrale loi de l'offre et de la demande. Et donc qui détermine le prix du marché. Il y a également les conflits et les tensions géopolitiques. Sans compter que les pays producteurs également, ils peuvent s'entendre. Dans le cas de l'OPEP, quand on sent que les prix sont à leur défaveur, c'est un cartel. Ils s'arrangent à ce que
Et ils nous produisent moins pour élever les prix. Tout ceci pour dire que le Burkina n'a d'autre choix que de subir le marché. Mais quand vous prenez le gaz, par exemple, qui était subventionné pour également protéger l'environnement, c'était en tout cas l'une des raisons principales pour lesquelles l'État s'était engagé donc, à subventionner le gaz butane. 10% d'augmentation sur la bouteille de 12 kilos, ça risque de remettre quand même en cause cette j'ai eu la même réflexion que vous. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la communication. Parce que dans ce comité, dans le mécanisme de fixation de prix, je pense qu'il y a un seuil qui avait été fixé et au-delà du seuil ou en dessous, on déterminait les prix. Et même pour le gaz. L'expression qui a été donnée pour dire que l'État, quand on paye le gaz à 5 500, l'État paye à près de 3 500 de subventions. Et tout ceci doit être dans un plan de communication. Parce que le changement, il faut le gérer. Le changement appelle forcément à un plan de gestion de changement. Je pense que c'est tout cela qui fait que ce n'est pas compris par ailleurs. Sinon, la réalité est que le Burkina a moins de marge de manœuvre. Maintenant, il faut savoir anticiper sur les changements et comment sociologiquement les gens vont répondre. Polémique autour des réformes des examens, notamment le bac et le BEPC. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse pour donner les explications. Malgré cela, jusqu'à présent, on signale beaucoup de manifestations d'élèves dans plusieurs régions. Quelle est la lecture que vous faites de cette activité? Déjà, je vais dire que souvent on prend notre système éducatif en otage. Souvent des mains invisibles, et je pèse mes mots parce que nos enfants n'ont pas besoin de cela, nos petits frères n'ont pas besoin de cela. Moi qui ai traversé également le cursus que je viens de tantôt d'évoquer, j'imaginais perdre 2 années en plus. Peut-être que j'allais perdre la vie parce qu'il fallait aller vite pour avoir la subsistance. Il y a aussi que, à ce niveau, il y a la communication qui va revenir. Parce que, vous et moi, quand on dit le bac, c'est le premier diplôme de l'université. Comment on peut obtenir un diplôme sans y mettre les pieds? Donc, de façon triviale, c'est chimérique. De façon triviale, c'est archi faux. Et même nous, qui faisons les CV, on ne va jamais mettre le bac comme quand on dit cursus universitaire, on ne met pas le bac. Et dans le système LMD, je pense qu'il fallait s'y attendre. Maintenant, et dès lors qu'on refait l'organigramme d'un ministère, avec le ministre Ouaro qui se bat, que j'apprécie énormément, et qu'on dit le ministère le MENAPL va se charger de l'organisation de bac, sans même savoir de quoi il s'agit, c'est le tollé. La communication qui est passée, je pense qu'elle est aussi... Vous pensez qu'il y a une récupération derrière? Je ne pense pas. Je pense que ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être. Notre manifestation? Ça n'a pas de raison d'être. Mais je ne dis pas que c'est aussi juste qu'on ne communique pas assez sur ça. Il faut communiquer, continuer de communiquer parce qu'en étant dans les cocons aussi, on favorise également ces phénomènes-là. Et ce que je peux peut-être simplement dire, c'est d'appeler en tout cas tous ceux qui sont dans ce système-là de pouvoir prendre la mesure des choses et d'entamer le dialogue qu'il faut. Peut-être que moi, à mon niveau, je ne suis pas à un niveau qui peut recommander cela, mais c'est le regard d'un citoyen que je donne. M. Kourago, cette semaine est marquée également par le décès de M. Soumane Touré, qui est en tout cas qui était le président du Parti de l'Indépendance, de la Justice et du Travail. Tout à fait. Après, en tout cas, une longue carrière politique, un homme connu pour sa verve, pour son franc-parler. Tout à fait. Voilà comment vous avez accueilli déjà cette triste nouvelle. Oui, avec une profonde consternation parce que je ne connaissais pas tonton Soumane Touré, j'allais dire humainement parlant, mais je pense qu'il a inscrit son nom dans l'histoire récente de notre pays. Et quand je dis récente, lutte syndicale, lutte politique, et il s'est fait passer pour le monsieur polémique. Mais c'est à la lumière, quand on regarde également, il éveille la conscience des uns et des autres. Je pense que tous ceux qui s'en voulaient même, qui s'en voulaient à Soumane Touré également puisaient leur réflexion en ce qu'il annonçait. C'était une grosse perte pour la nation
je ne peux que m'incliner sur sa mémoire et présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique et politique. Que la terre libre du Burkina lui soit légère. Monsieur Kourago, cette semaine, on va parler un peu de l'actualité hors de chez nous, oui. Avec la France qui reconnaît une part de responsabilité dans la situation de la Libye et d'une manière générale donc de toute la région sahélo-saharienne. Oui, oui. Le président Macron parle d'une dette de la France. Comment déjà vous appréciez cela? Est-ce que vous pensez que c'est une juste reconnaissance de la situation? Je pense qu'il faut dépasser les reconnaissances. Je pense qu'il faut aller à la vérité, à la considération. Parce que nous sommes des États, il faut souvent couper le cordon ombilical. Cette souvent bienséance qui cache mal souvent une forme de domination, je pense qu'il faut aller plus loin. Personne n'en doutait. Personne n'en doutait qu'en Libye, même si on peut reprocher beaucoup à Kadhafi, ce n'était pas sa décapitation qui allait régler le problème. Et tout ce que nous vivons, je pense que le président Roch et bien d'autres l'ont affirmé, c'est le soubresaut de ce qui s'est passé en Libye. Les armes qui sont déversées massivement au Mali, au Niger, au Burkina, c'est la résultante de ce qui s'est passé en Libye. Donc aujourd'hui, revenir pour reconnaître, comme on a reconnu l'esclavage il y a quelque peu, comme on a reconnu le problème algérien il y a quelque peu, pour se donner une bonne conscience, je pense que pour nous, Africains, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il faut que nous-mêmes nous prenions conscience que personne ne viendra à notre secours. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation de la Libye, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que jusqu'à présent, on a un pays divisé, avec des milices très puissantes. Oui. Rien que cette semaine, un grand acteur proche du maréchal Haftar a été tué à Benghazi, oui. En pleine rue. Oui. Voilà, quelle est la lecture que vous faites de la situation de la Libye? Est-ce que vous êtes optimiste que ce pays puisse sortir des ténèbres? Oui, je ne peux qu'être optimiste parce qu'il y va de la survie de nos États. La Libye ne s'appartient plus. La Libye est africaine et il appartient aux Africains de pouvoir s'engager. Ils ont manqué d'engagement au début de la déchirure. Il faut que, pour une bonne fois, ils s'engagent aux côtés de la Libye. Actuellement, c'est les puissances étrangères, les grandes puissances qui viennent. On a la Turquie, on a qui viennent encore l'Italie, prôner la paix ou vouloir États-Unis. Faire la paix, mais on sait bien ce qui se cache derrière. Pourquoi tant d'intérêt? Pourquoi tant d'intérêt? La question devrait se poser à ce niveau et on comprendra très vite que ce n'est pas pour la paix, c'est pour autre chose. La paix va venir, mais il faudrait qu'elle vienne vite. Sinon, nous autres qui sommes un peu en arrière-plan, on va toujours avoir les replis de ce qui se passe en Libye. Voilà. Le terrorisme, quand on dit le terrorisme au Burkina Faso, en 2015, 2016, alors même qu'on vient d'avoir un président démocratiquement élu, il y a des attaques. Vous pensez que c'est ex nihilo? Non, c'est une conséquence. Et la conséquence, tout le monde connaît. C'est la Libye. La Libye. DG, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur notre plateau. On rappelle l'invité ce soir, madame, messieurs, est monsieur Adama Kourago, directeur général de l'Office national de sécurité routière, ONASER. Merci de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Kourago. C'est le mot de la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.